Salut, je suis John, votre formateur Houdini. Ensemble, nous allons découvrir comment utiliser ce logiciel et nous allons commencer tout de suite avec le premier cours de cette formation qui s'axe autour de l'interface. Donc, nous allons voir comment réaliser ce genre de scène. Nous allons importer un objet 3D qui vient de site internet où on peut télécharger des fichiers 3D. C'est Sketchfab, je crois. Et nous allons appliquer des textures, créer un arrière-plan, créer un éclairage, gérer de la DOF, gérer de la DOF sur notre image, comme ici. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Nous allons commencer de suite déjà par lancer Houdini. Hop. Alors, moi il me l'ouvre sur une autre fenêtre, c'est rien de grave. On va se mettre ici, ça on va le fermer. Donc vous, quand vous allez lancer Houdini, vous allez arriver sur cette interface, d'accord? Donc déjà, je vais vous expliquer comment on fonctionne. Donc, par défaut, l'interface d'Houdini, moi je me la suis modifiée, hein, mais par défaut, vous devez être comme ça. Donc là, vous voyez sur ma souris, il y a un petit cercle jaune, c'est pour que vous puissiez la suivre un peu partout. Quand je clique, ça change de couleur, ça passe en bleu. Et clic droit en vert. Ok. Ici, en bas, là, vous pouvez voir ce que je tape sur le clavier. D'accord? Donc vous allez pouvoir voir les raccourcis clavier qu'on utilise sous Houdini. Je vais vous donner un PDF avec tous les raccourcis clavier, un peu de lecture, un peu de doc que SideFX m'a fourni pour vous. Donc par contre c'est en anglais, mais c'est très utile pour connaître tous les raccourcis qu'il faut utiliser avec Houdini. Donc je vais vous expliquer l'interface, comment elle fonctionne. Donc quand on arrive sur Houdini, on est sur cette interface. Ici on a le viewport, le viewer, d'accord. Ici on a le shelf tool, d'accord. Le shelf c'est une étagère en fait, avec plein d'onglets et plein de petits raccourcis pour appeler ou des fonctions d'Houdini ou créer des setups entiers. Donc on va l'utiliser au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation. Par contre, sachez qu'il vaut mieux, enfin, de toute façon vous le ferez avec le temps, apprendre à s'en passer. C'est juste une aide pour voir comment les choses fonctionnent, mais après en général on fait tout sans, tout à la main, à partir des nodes qu'Houdini nous fournit. Donc ici on a ça, on a ici l'animation editor qui va nous servir à animer nos objets ou nos personnages ou autres. Donc ça on le verra un peu plus tard. Ça sert pour lisser des images clés, des choses comme ça. Le render view on s'en sert plus. On s'en sert plus comme ça. C'était pour utiliser avec l'ancien moteur de rendu qui s'appelle Mantra. Nous on va utiliser Karma maintenant. Mantra il est très puissant mais très lent aussi. Et il devient obsolète avec le temps. Donc maintenant tout se passe sur Karma. Donc ça on va le voir plus tard. Le composite view, on le verra pas, non. Mais ça sert à faire du compositing. Comme on va faire un peu sous After Effects, Nuke ou DaVinci Fusion. Mais vraiment très basique. Le Motion FX, on le verra. Et le spreadsheet, on va l'utiliser, bien évidemment. Donc, on va rester sur le Create. Ok. Ici, on a nos modes d'affichage. Donc, je vais juste appeler un cube avec CTRL-clic sur la box. Ça le fait apparaître au centre de ma scène, d'accord. Et donc là, j'ai les modes d'affichage. Donc wireframe, d'accord. Et shaded, ok. Donc ça, c'est selon vos scènes, selon comment vous allez en avoir besoin, d'accord. Ici, on a, vous voyez, quand j'ai appelé le cube, j'ai cette node qui est apparue avec marqué Box Object.
Donc c'est une node géométrie, ok. Et cette node géométrie, alors, ça je vais le désactiver tout de suite, sinon ça va nous embêter. Hop. Donc cette node géométrie, elle sert à quoi? Elle sert à appeler notre box, d'accord? À contenir notre box. C'est un folder en fait, c'est un contenant qui va nous servir pour contenir notre box, d'accord? Et c'est là-dedans où on va faire tout notre setup. Donc je vous expliquerai bien après, ne vous inquiétez pas. Ici on a les paramètres, vous voyez là j'ai les paramètres de ma box, mais si je remonte, j'ai les paramètres de la géométrie node, ok. Donc Houdini fonctionne de cette façon, par contexte, d'accord? Ici, on est dans l'object level ou SOP context. Le SOP context, c'est quoi? C'est là où on va utiliser tout ce qui est géométrie, d'accord? On va créer une géométrie node. Ici, dans l'object level, on va pouvoir mettre des lumières, d'accord? Là, j'ai fait ça très vite, hein, c'est pour vous montrer. On peut mettre des caméras aussi. Tout ça, ça se passe dans l'object level, d'accord? Quand on rentre dans le géométrie level, ok. Là, ici, on peut utiliser des géométries, ok. Il y a donc ça s'appelle des contextes. Donc on a le contexte channel image. Donc les images, c'est ce qu'on a vu avec le composite view. Les matériels, donc tout ce qui est matériaux shader, ça va être ici. Objet, tout ce qui est objet, light, caméra, d'accord. Out, c'est sorti, c'est tout ce qu'on va sortir de Houdini, donc ça va être pour exporter, pour faire des rendus simplement, ou pour exporter des FBX ou autre. Ça va marcher avec le out context. Shop, c'est l'ancienne version des matériaux. Donc Houdini, en fait, ce qu'il a, c'est que pour qu'on puisse utiliser les anciens projets Houdini, qui sont plus datés sur les anciennes versions d'Houdini, il va garder les anciennes nodes et certains contextes. Donc avant, on faisait les shaders dans le shop. C'est pour ça qu'il y a encore. Mais maintenant, il ne faut plus l'utiliser. Il y a le task aussi qui va nous permettre à faire des tâches beaucoup plus complexes et comment dire en chaîne, comme des batchs en fait. Je l'ai jamais trop utilisé. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise quand on a un on commence à vraiment toucher Houdini. Le stage, donc le stage, on va le voir tout à l'heure dans ce projet. Donc c'est le stage context, c'est ce qui sert pour tout ce qui est rendu aussi, mais c'est la nouvelle version. Alors j'ai vraiment beaucoup vulgarisé là, mais vous verrez plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc on va revenir dans l'object level, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici on a la timeline. Donc bon, ben, les boutons classiques de la timeline, ok. Là, on a les réglages de notre animation, donc le nombre d'FPS, le début et la fin enfin, la durée de notre timeline en fait. Voilà, après le reste, on le touchera pas trop pour le moment et c'est vraiment pas trop important à toucher. Alors moi, vous voyez que j'ai le 120 FPS affiché, là c'est le nombre d'images secondes. Vous devez pas l'avoir. Si vous voulez l'afficher, ça va être... On fait D dans ce viewport. Comme ça, on affiche les options du viewport. Visualize, donc ça va être guide. Draw time FPS. Ok. Donc ça, c'est utile aussi pour voir si on est en temps réel ou pas. Donc voilà pour ça. Ici, on a des paramètres d'affichage. Donc ça, c'est pour désactiver les lumières. Vous voyez. Ça, c'est pour avoir des lumières de meilleure qualité. On peut, si on fait clic droit, on peut afficher l'ambient occlusion, la reflection, tout ça. Ça, c'est dès qu'on va utiliser des shaders et tout. On va le voir tout à l'heure, de toute façon. Donc voilà pour ça. Ici, c'est les modes de visibilité des objets. Tout ça, on le verra au fur et à mesure. Ça aussi. Donc je vous montrerai au cas par cas. Donc déjà, ce qu'on va faire.
Moi, comment Houdini est affiché là, ça me va pas en fait, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir cliquer. Vous voyez les petites flèches là? Si je clique dessus, ça va monter ma glissière tout en haut, d'accord? Si je le réduis, ça revient là. Si je refais vers le bas, ça le met tout en bas, ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais cliquer sur cette petite flèche là, et je vais faire ici, hop, split pane left of or right. Donc je vais splitter l'affichage, d'accord? Et là, ici, je vais faire clic droit et je vais passer ça en paramètres. Maintenant, si je mets une note géométrie, hop, ici, je vais faire un clic droit sur la petite punaise et je vais faire 1. Et ici, 1 aussi. Et là, maintenant, quand je clique sur la géo, j'ai mes paramètres ici. Donc, ça nous permet de faire un network. Ici, là, ce qu'on crée avec les nodes, ceux qui ont déjà fait du nodal le savent. On appelle ça un network, d'accord? Donc vous voyez que ma géométrie node, elle s'appelle GO1, il n'y a rien dedans, d'accord? Donc je vais l'effacer de toute façon. Euh, Maintenant que je vous ai montré l'interface, chose très importante sous Houdini, c'est créer son projet. Quand on crée un projet sous Houdini, on va le créer, on va créer toute l'arborescence de fichiers et ensuite on viendra enregistrer le fichier HIP, le fichier Houdini, qui contient toutes nos informations de notre scène, dans ce répertoire-là, dans le répertoire du projet. Comme ça, tous les chemins de tous les assets qu'on va utiliser seront des chemins relatifs à ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu qu'on ait toujours, par exemple, la texture d'un sol qu'on va utiliser dans notre projet, au lieu qu'elle soit dans C2.Julien slash texture slash sol, elle sera pour tout le monde au même chemin dans $hip. Donc c'est un langage un peu particulier, c'est le langage propre à Houdini, c'est des expressions, mais vous allez vous y habituer. Donc $hip slash texture slash sol.jpeg, on va dire. JPEG, c'est pas trop un bon format, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quand on va faire du rendu sur des farms ou qu'on va se passer le projet d'un PC à un autre. On cassera pas les liens de tous nos fichiers. On les retrouvera toujours au même endroit et il n'y aura pas de fichiers manquants, pas de problème d'affichage des textures ou autre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour faire ça, on va dans File, on fait New Project. Donc, on va créer le projet et là, il m'ouvre une fenêtre avec le nom du projet, le Project Path, donc le chemin où on va enregistrer notre projet. Donc, vous voyez, on va l'expliquer après. Je vais vous l'expliquer de suite. Et là, il nous crée des folders. D'accord? Donc ça, c'est les folders de base qui sont dans tous les fichiers, dans tous les projets Houdini. Vous pouvez en rajouter des customs, mais de base, c'est largement suffisant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un chemin. Alors, moi, mon interface d'Houdini, elle est comme la vôtre. D'accord? Mais mon interface système, elle va être un peu différente parce que je suis sous Linux. Mais après, c'est vraiment la même chose, hein. Donc je vais lui donner le chemin. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur cette icône là, avec la flèche avec le fichier. Et je vais aller dans mon disque dur Citera. D'accord. Donc moi mon chemin ça va être ça. Si vous êtes sous Windows, vous ça va être D2 points ou un autre disque. Je vous conseille de faire ça sur des disques externes et si possible des disques SSD parce que vous allez voir qu'on va mettre des fichiers en cache. Il faut que ça débite. Après moi j'ai que des disques à plateau pour la capacité, mais si vous pouvez mettre du SSD, allez-y. Donc j'ai fait un CTRL C, vous voyez, pour copier le chemin et je vais le coller là. Donc par défaut, Houdini nous met son Project Pass. Il faut le laisser par défaut, sinon il faut aller modifier
des fichiers et tout, c'est pas... faut aller modifier le fichier env d'Houdini. Vous débutez, laissez ça comme ça pour le moment. Donc, dans le Project Pass, ça va être dans mon disque Citera et le nom du projet, ça va être Initiation Artwork. Non, Initiation. Initiation, ok. Et je fais accepter. Donc maintenant, je vais aller voir dans mon disque dur de Citera. Et là, je dois avoir un répertoire Initiation, vous voyez. Et il m'a créé les sous-répertoires. Et on voit que tous les répertoires sont vides. Là, maintenant, j'ai l'environnement de travail pour mon projet, mais il me manque le fichier Houdini, le fichier que le soft va créer. Donc pour faire ça, je fais un CTRL S, d'accord. Et là, par défaut, il m'ouvre cette boîte de dialogue avec $hip. Mais pour le moment, vu qu'on l'a jamais enregistré au bon endroit, au répertoire qu'on a créé dans mon disque dur de Citera, d'accord, ça va être ça son $hip, son fichier relatif, son chemin relatif pour tous ces assets qu'il va utiliser, ça va être le $hip. Mais vu que c'est la première fois qu'on enregistre, Houdini ne connaît pas où se trouve le $hip. Enfin, du moins, le projet ne sait pas où se trouve le $hip. Donc, on va cliquer sur $job. Et là, vous voyez, par défaut, hop, on retombe sur notre répertoire. OK. Donc, je fais $job et je vais appeler ça V1. D'accord, .ip. Alors vous, ça va être peut-être .ip NC. Ça dépend des versions que vous avez d'Houdini, si c'est des noms commerciaux, des versions étudiantes ou quoi. Enfin, l'extension change. Donc maintenant, je fais accept. Et là, on va aller voir dans mon disque de Citera. J'ai un fichier ip.lc qui est apparu. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va importer notre figurine. On va importer notre figurine depuis notre disque dur. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, ma figurine, je l'ai ici. Alors, vous, je vais vous la donner. Normalement, je vous l'ai donnée. Vous pouvez la télécharger. Il n'y a pas de problème. Vous devez la voir. Sinon, vous pouvez chercher ça sur Sketchfab. D'accord. Donc, je vais récupérer ça. Donc, vous, votre figurine, vous allez la charger dans le projet dans Géo. D'accord. Vous allez mettre dans Géo les sources et les textures. On va faire CTRL-C. On va les coller dans texture. On va essayer de garder un peu les conventions classiques d'Houdini. Et donc, dans ce répertoire, ici, dans source, on a le FBX avec notre figurine. Et là, dans texture, on a nos textures. Ok. Donc, on va virer les textures du $géo, là, du répertoire géométrie. Voilà. On va garder que la source. Donc, comment je vais importer ça? Alors, il y a plusieurs façons d'importer des FBX dans Houdini, mais nous, on va le faire de la manière simple. Donc, je vais appeler la node file, d'accord, avec la touche tab. Avec la touche tab, ici, je peux appeler toutes les nodes d'Houdini. Ok. Vous voyez là, c'est toutes les nodes que je peux... pas toutes les nodes d'Houdini, mais c'est une partie des nodes qu'on peut utiliser déjà dans l'object level. Ok, mais si je vais dans géométrie et je fais tab espace, vous voyez là, on a beaucoup de nodes. Ça part même sur mon autre écran à côté. Je vais vous le faire autrement ici. Voilà, toutes les nodes
qu'on a dans Houdini. Alors cherchez pas, vous n'arriverez pas à vous en rappeler. C'est pas possible. Ça, c'est avec le temps et en prenant des notes. Prenez des notes, surtout sur tout ce qu'on. Je vous dis, faites des captures d'écran, gardez-vous des bouts de. Des fois, on va utiliser un peu de code, pas forcément dans cette formation, mais. Donc, c'est bien de se les noter quelque part et tout, parce qu'on ne peut pas tout retenir. C'est vraiment trop, trop dur, en fait. C'est vraiment trop dur à tout retenir, il y a trop de choses. Et selon ce que vous allez faire sous Houdini, si vous allez faire de la modée ou des environnements ou juste du pyro ou du RBD pour détruire des choses, vous n'allez pas utiliser les mêmes nodes. Donc, et il y a des nodes que vous n'utiliserez jamais. Donc, n'ayez pas peur de ça, c'est normal. Cherchez pas à tout retenir, vous allez vous dégoûter. Donc, je reviens en arrière. Donc, on est dans l'object level, ok. Je vais taper tab file. Et là, il me crée une géonode. Et quand je rentre dedans, je peux rentrer ou en double-cliquant, d'accord, ou avec I pour rentrer et pour remonter avec U. I, U, ok. Et donc, quand je rentre dans ce file node, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette node file, d'accord. Donc, on est dans une géométrie node avec une node file dedans. Et ici, il y a une géométrie, par défaut une BGO, c'est les géométries d'Houdini. Je vais me changer l'arrière-plan parce que moi j'aime bien quand c'est dark. Donc pour ça, je vais venir avec ma souris dans le viewport et je vais faire D. Et là dans background, je passe en dark. C'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Et quand on fait des systèmes de particules et tout, c'est beaucoup plus pratique aussi. Je vais venir dans Edit et je vais venir cocher l'autosave. D'accord. Donc ça, cochez-le, pensez-y. C'est très important de l'avoir. Cochez l'autosave. Comme ça, vous pouvez... si Houdini crash, il vous aura fait une sauvegarde que vous retrouverez dans... Normalement, dans le répertoire. Il va créer un répertoire backup, peut-être. Normalement, il fait un répertoire backup. Donc, on verra plus tard. Donc, je disais, je vais faire la petite souris avec le fichier. Et là, je fais $hip. On retourne dans notre répertoire. Vous voyez, là, il m'a créé un répertoire backup. Donc, dedans, il va y avoir le premier backup. Voilà, V1 backup. Donc, si ça crache, je pourrais réutiliser ce fichier-là qu'il faudra remettre à la racine ici pour que tous les liens fonctionnent. Et donc, je disais, on va charger notre géométrie. Donc, on va aller chercher notre source. igokumaru.fbx. Je fais accepter. Et là, on voit rien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal. Notre figurine est tellement grande qu'on ne la voit pas dans notre scène. Donc, pour la voir, pour centrer la vue d'Houdini sur notre figurine, je vais faire espace F. Et là, on voit notre figurine. Alors, pour tourner autour avec la caméra, je tiens la touche Alt enfoncée et clic. D'accord. Pareil, Alt au bas pour faire une rotation. Voilà. Comme ça. Alt, clic de la molette, je fais le translate. Alt, molette, en zoomant, ben je zoome. D'accord. Donc là, vous voyez ce qu'on voit, c'est que notre figurine est très grande. Comment je sais qu'elle est très grande? Parce que j'ai l'habitude de faire ce cours. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que, vous voyez, au sol, on a les distances qui sont affichées. Et les distances sous Houdini, elles sont affichées en mètres. Les unités de mesure sous Houdini sont des mètres. Et c'est très important de tout garder en mètres parce que c'est une histoire d'échelle. Quand on fait des simulations, il faut que tout soit à une bonne échelle, sinon notre simulation peut ne pas fonctionner ou avoir des problèmes. Donc il faut toujours faire attention à l'échelle de notre scène. Et là, notre personnage, il doit faire 600 mètres, donc c'est un peu trop haut.
Donc heureusement, il y a une node magique pour régler ça, d'accord. On peut le faire, je vais venir cliquer ici, là, sur ce petit rond, cliquer, glisser, je fais Tab, et je vais taper Transform. Et là, vous voyez, je tape TR, et hop, il me sort la node Transform. Donc je peux faire, je vous le refais, Tab, Transform, je fais entrer, et hop, il m'a mis la node Transform. Mais vous voyez ici, on a plusieurs choses. Donc là, on a le display flag. Le display flag, ça veut dire quoi? Quand le display flag est en bleu, d'accord, ça veut dire que dans le viewer, on voit que cette node-là, d'accord. Si, que ce qui est appliqué sur cette node, d'accord. Si je vais sur ma node transform et que j'ai réduit l'échelle de mon personnage, vous voyez qu'on le voit en fil de fer, on le voit en transparence parce que j'ai sélectionné avec la souris. Il est sélectionné en jaune, d'accord. Mais si je clique à côté et que je fais ça, on ne voit pas la différence, les modifications. Pour les voir et pour que Houdini en tienne compte, on va venir afficher le display flag de notre figurine. Et là, si je réduis, hop, vous voyez, ça réduit ma figurine. Ok. Donc on va la réduire, on va mettre un 0.0e. Pourquoi? Parce que cette figurine vient de Maya et elle est 100 fois trop grande en fait. Donc on la réduit. Ok. Et là maintenant, je vais faire espace F pour recentrer ma vue sur le personnage. Et là, elle est grande, hein, elle n'est pas à taille réelle aussi, mais c'est largement, ce sera suffisant pour notre exercice, d'accord? Donc vous voyez qu'ici, il y a d'autres displays. Donc là, on a le template. Alors qu'est-ce que c'est le template? Ben, vous allez le voir de suite. Si je sélectionne avec le display flag l'échelle d'origine de ma figurine, alors là, ça va pas marcher. Voilà, je vais recentrer la vue dessus. Si je sélectionne en template ma figurine là, vous voyez qu'on la voit apparaître ici en petit, d'accord? Donc ça, en fait, ça nous permet d'afficher plusieurs nodes en même temps. Si par exemple, regardez ce que je vais faire, je vais venir là, je vais dupliquer ma node transform, ok, et je vais la décaler. Hop. Et vous voyez que là, alors, si je mets en template cette node-là, on le voit en template, en transparence, d'accord. Donc ça va vous être très utile. Au début, ça peut être très confus. Vous allez souvent vous tromper à cause de ça. Chercher pendant plusieurs heures, plusieurs minutes. Pourquoi ma simulation ne marche pas? Pourquoi ma scène ne fonctionne pas? Je vois pas mes modifications. Pensez toujours à sélectionner le display flag pour voir ce que vous appliquez sur votre dernière node. C'est aussi simple que ça. La node jaune, là, alors celle-là, on va la dégager. La node jaune, ici, elle sert à quoi? Enfin, la flèche jaune. C'est le bypass. Ça nous permet de désactiver ce qui est appliqué sur cette node. Et ça, c'est très utile pour isoler des problèmes des fois qu'on peut avoir sur une scène. Pour désactiver un effet et voir s'il affecte ou pas notre scène. Enfin, c'est très utile, vous verrez. Ici, on a les informations. Donc, si je clique dessus, on voit le nombre de points, de polygones, les attributs qui contiennent notre objet. Donc, je vous expliquerai ce que c'est les attributs aussi tout à l'heure. D'accord? On peut le faire apparaître, cette fenêtre d'information, avec un clic de la molette. Voilà. Et ça, seulement dès qu'on relâche, ça ne reste pas. Et si on fait I, ça reste. On peut l'épingler comme ça ça reste tout le temps. Et afficher une autre fenêtre d'information. Donc ça, vous verrez à force de pratiquer, de toute façon. Donc maintenant qu'on a réduit l'échelle de notre figurine, ok, on va la garder comme ça pour le moment. Et on va mettre
une node nulle. La node nulle, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Comme son nom l'indique, c'est un nul. Comme ça va être un nul sous After Effects pour ceux qui font du After Effects, qui connaissent un peu. Un nul ne sert à rien, si ce n'est à lier des choses dessus ou à faire en sorte que dans notre network, ça soit beaucoup plus lisible. D'accord? Donc nous, on va faire un out figurine. Et voilà. Comme ça, c'est notre dernière node. Il faut prendre en compte que Houdini en fait lit du haut vers le bas. Donc il va charger le fichier, y appliquer la transformation. Et ensuite, la dernière chose qui va être sélectionnée, donc le out, sera toutes les nodes additionnées en fait. Donc moi j'utilise ça pour y voir plus rapidement mes nodes. D'accord? Mais on peut aussi ajouter des couleurs. Vous verrez aussi que j'ai écrit en majuscule. C'est très important de l'écrire en majuscule. Comme ça, on le retrouve plus vite quand on le recherche dans nos nodes. Vous verrez tout à l'heure. Si j'appuie sur la touche C, là, j'ai cette palette de couleurs qui apparaît. Et en fait, avec cette palette de couleurs, je peux changer la couleur. Ça nous change la couleur de nos nodes. D'accord. On peut changer les couleurs comme ça. Avec Z, on peut choisir la forme qu'on veut lui donner. Là, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est bien pour avoir quelque chose de lisible du premier coup d'œil. On sait que ça, c'est la fin de notre setup et ça va vers quelque chose de différent. Si je sélectionne mes nodes et que je viens cliquer ici, je vais faire une network box qui va contenir mes nodes. On peut lui donner un nom, figurine. Ok. D'accord. Et ce nom, on peut lui changer pareil la couleur. Voilà. Si je viens là, j'ai un sticky note qui est la base. D'accord. Et lui va vous servir. Voilà. Vous mettez du texte. Hop, pour définir ce qui se passe dans votre setup. Ok. Et ensuite, si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez choisir la taille du texte. Voilà. Donc quand vous arrivez de loin, c'est pratique. Si vous faites un clic droit, vous pouvez cacher le background. Comme ça, vous avez que le texte qui apparaît. Ok. Et toujours pareil. Hop. On peut lui changer sa couleur. Select text size, copy, hide. Non, non. Il me semble qu'on peut lui changer la couleur. Oui, voilà. Comme ça. Hop. Vous voyez. Donc ça, c'est vous qui voyez selon comment vous voulez vous faire votre système à vous. Ok. Voilà pour ça. Donc on va remonter maintenant. Quand on a fait tout ça là. Donc ça, je vais le dégager parce que c'est pas joli. Hein. Hop. Maintenant, derrière notre figurine, on va lui créer un backdrop. D'accord. Donc on pourrait le faire ici, mais je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout faire dans la même géométrie node. On va remonter dans l'object level. D'accord. Et on va taper grid. Et là, vous voyez qu'il m'a mis au sol une grille. Ok, un plan quoi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on est dans l'object level, on peut avoir plusieurs display flags. Parce qu'en fait, ça va nous servir au rendu. On peut lui dire, tu me rends que la figurine, tu me rends la figurine et le sol. Donc lui, on va l'appeler backdrop. Ok. Pareil, on peut changer le nom, les couleurs et tout et tout. Donc ça, c'est toujours pareil. Et en fait, regardez, je vais rentrer dans le backdrop. Et là, vous voyez, ça a dû changer dans le stream aussi. Notre figurine est devenue un peu transparente, très légèrement assombrie.
C'est parce qu'ici, vous voyez, on a Ghost Other Object. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille dans une géométrie node, d'accord, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que en fait, on peut afficher que le contenu de la géométrie node, donc dans mon cas, la grid, d'accord? Tout, tout ce qui apparaît dans la scène, dans donc la grid, le backdrop et la figurine, ok? Ou le mettre en ghost, donc c'est-à-dire en ghost, qui soit un peu plus assombri, un peu transparent. Comme ça, on voit que c'est pas dans notre géométrie node au premier coup d'œil. Donc c'est très pratique pour voir un peu tout ce qu'on a fait dans d'autres setups à côté. Donc maintenant qu'on a ça, je vais rester en Hide Other Object et je vais faire espace et 2 du pavé numérique et je vais passer en vue du dessus. D'accord? Sinon, je peux le faire comme ça. Je viens ici, là on est en mode top. Je fais cette view et vous voyez là, on a les raccourcis. Donc 1 ou pas de 1. Seulement quand on tape 1 tout seul, ça marche pas. Il faut faire espace et ensuite 1. Alors attendez. Espace 1. Voilà, comme ça. Espace 2. Hop. Alors là, j'ai fait 2. Et du coup, ça m'a changé l'affichage. C'est espace et 2. Hop, espace 2. Il faut rien sélectionner. Moi, j'avais ça sélectionné. Donc, du coup, ça posait problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que hop, par défaut, on est en primitive. Donc là, notre grid, d'accord, on va l'agrandir. Donc on va rajouter des colonnes, on va en rajouter 50 par 50. Ah, c'est peut-être un peu trop, 25 par 25. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai le nombre de colonnes, ok, qui bouge comme ça. Mais Houdini, c'est un programme procédural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout lier. Donc si je fais clic, que je garde cliquer et que je fais glisser ma colonne row dans colonne en dessous, il va me dire, il va m'ouvrir cette petite boîte de dialogue et je vais lui faire Relative Channel Reference. Ok. Et maintenant, quand je vais bouger celui du haut, celui du bas va être lié. Ok. C'est magique, c'est Houdini, c'est de la magie. Donc on va rester à 25. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais venir dans mon viewport ici. Je vais taper 2. Hop. Alors, je me suis trompé. Hop, je suis en top. Je vais sélectionner ma grid. Je vais faire 2. Non, il veut pas. Alors, excusez-moi pour ça. Je vais prendre l'outil sélection. D'accord. Et l'outil sélection, vous voyez là, on est sur les primitives. D'accord, on a ces outils qui sont apparus là. Ok. Alors, l'outil sélection, par défaut, quand on appelle une node, on est sur cet outil là, sur les poignées. D'accord. Donc, pour faire apparaître l'outil sélection, on peut venir avec la souris le sélectionner comme ça, ou sinon avec S. Et maintenant, si je fais 2, je vais passer en mode point. Vous voyez, je vais dézoomer un peu. Je vais faire un cliquer-glisser pour sélectionner mes points ici. Et là, je vais appuyer sur T pour passer en mode translate, en mode move. Hop. Et là, je vais le bouger en Y, comme ça. D'accord. Je vais repasser en mode perspective pour voir ce que ça donne. On va passer en ghost pour voir notre figurine. On va revenir sur la grid et on va l'agrandir. Donc en size, on est en 10 par 10. Donc je vais agrandir sa size. Donc on peut rentrer une valeur numérique. Ok, 50 comme ça. 50 ici. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est venir avec le clic de la molette. Et là, on a cette règle qui apparaît.
Et si il faut garder la molette enfoncée. Si je fais clic vers la droite ou la gauche, en gardant celui du milieu, hop, ça le bouge de un chiffre après la virgule. Ok. Là, un entier, 10, 100. Ok, donc on va le faire par un. Un step de 1. Hop, c'est pas mal. Et vous voyez qu'il me l'a fait que d'un côté. D'accord. Je vais revenir à 10. Si je fais pareil, clic de la molette, mais sur le nom du paramètre, il le fait sur les deux colonnes. Vous voyez. Donc on va l'agrandir comme ça. On va faire une rotation et on va déplacer notre grid. Alors là, vous voyez que je suis en mode édition. Donc dès qu'on a bougé les points, il nous a mis une node avec une node edit parce qu'on a édité les points et qu'on les a déplacés sur l'axe Y pour les étirer. Si je bypass la node avec la flèche jaune, on revient au réglage par défaut de la grid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que je veux, c'est déplacer ma grid, que ça soit au niveau des pieds, de l'avant des pieds de notre figurine. Donc pour faire ça, je vais sélectionner ma grid ici, la node de la grid. Je vais prendre l'outil poignet avec entrée. Et je vais déplacer ma grid comme ça. Okay. Je vais revenir sur mon édition, ici. Oups. Je vais déplacer ma vue. Hop. Et là, on voit que j'ai toujours le gizmo qui est apparu, qui est visible. Et maintenant, on va monter en Z. Comme ça. Hop. Derrière notre figurine. Et ici, j'ai plein de réglages. Et on va se concentrer sur celui-là pour le moment. Le Soft Radius. Si je bouge la glissière, il ne se passe pas grand-chose. Sauf qu'on a juste un dégradé qui apparaît. D'accord. Mais vous voyez là, on bloque à 1. La glissière bloque à 1, mais nous, on peut aller au-delà de 1. On va monter ça. Et là, hop, j'ai mon background qui est prêt. Vous voyez, ça a lissé. Ici, ça lisse nos polygones pour faire quelque chose d'un peu plus smooth. Et maintenant, on va revenir sélectionner l'axe Y. Et hop, maintenant, quand on vient devant notre figurine, derrière elle, elle a un background. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire notre figurine? On va lui appliquer des textures. Donc pour lui appliquer les textures, ça va être simple. Alors, on va arrêter ça. Notre background, on va lui mettre un petit nul. On va dire background. Ok. Backdrop, background, excusez-moi. Donc notre figurine, on va retourner dedans. Et avant le out, on va descendre le out comme ça. On va lui mettre une node matériel. Ici. Et cette node matériel, elle apparaît comme ça. Et là, dans notre node matériel, on a un onglet groupe. Donc pour lui assigner une partie de notre mesh, on va rester en Hide Other Object et en Smooth Shaded. Voilà. Donc on va lui assigner des groupes. Vous voyez là, on a des groupes qui apparaissent, les îlots. On peut choisir la tête comme ça et tout. Mais nous, on va pas le faire comme ça. On va utiliser notre méthode. Donc, on va revenir là-dessus. Vous voyez que quand il y a des UV, par défaut, Houdini nous montre les UV et le dépliage de notre figurine, d'accord? Si je fais ça, clic de la molette, on voit que là j'ai des normales et des UV. Ok. Donc déjà, nous ce qu'on va faire, vous voyez ici on a matériel palette.
Et là, Material Palette, c'est quoi? Material Palette, c'est des shaders de base d'Houdini. D'accord, donc on a de l'aluminium, de l'or, des briques, du lait, des trucs comme ça. Et ça va nous permettre de créer nos shaders plus rapidement. Par contre, le problème du Material Shader, c'est que c'est le shader de base d'Houdini qui marche qu'avec Houdini. Maintenant, il y a une nouvelle norme qui est en train d'arriver qui s'appelle Material X. Et Material X va être compatible avec tous les softs. Donc avec Maya, avec 3ds Max, avec les moteurs de rendu Arnold, Renderman, Redshift. Tous peuvent gérer, même Unreal je pense, tous peuvent gérer Material X, d'accord. Et Material X, l'avantage, c'est que ça marche quand on va exporter notre scène Houdini avec nos shaders Material X pour un autre moteur de rendu ou pour un autre software, ça fonctionnera dessus sans poser de problème. D'accord? Mais pour le moment, on va voir ça avec le Principal Shader. Donc on va prendre ce shader là, on va le faire glisser. Et vous voyez, il nous a fait le joli château de la princesse Disney. Je sais pas s'il y a des princesses sur ce tutoriel, mais pour moi, ça me fait penser au château de la princesse Disney. D'accord? Et quand je vais double-cliquer dessus, vous voyez là, on a un slash mat. Donc il va nous amener dans le Material Context. Vous voyez ici, Material Context. Et là, on a un petit problème. Les réglages de notre Principal Shader n'apparaissent pas à côté. Donc pour les faire apparaître, en fait, ce qu'il faut faire, c'est on va revenir ici. Hop. Objet. Il a perdu le lien, donc on lui remet le 1. Là. Ça, 1, 1. Maintenant, quand je vais dans Material, voilà, Principal Shader. Et là, on voit la couleur qu'on peut y appliquer. Comment on va la multiplier. Les indices de réfraction. Le roughness et tout ça. D'accord. Donc ça, c'est... le Principal Shader. Mais nous, vous allez voir, on va utiliser des textures qui sont fournies avec la figurine. Donc, pour ce shader-là, on va l'appeler, on va aller chercher dans l'onglet texture, on va aller cocher Use Texture. Et ici, hop, on va aller dans notre projet. Vous voyez que quand j'ouvre, paf, je suis déjà dans GeoSource. C'était là où j'étais tout à l'heure. Donc on va refaire $hip ou alors on peut double-cliquer ici. On va aller dans Texture. Et là, on va prendre High Body. D'accord? Donc il ne se passe rien parce que notre node Principal Shader, notre shader, on ne l'a pas donné encore. On ne l'a pas encore appliqué sur notre figurine. Donc je vais appeler ça High Body, hein, comme ils disent eux. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais appliquer sur la figurine le body. Donc regardez. Je vais venir cliquer sur la petite flèche ici. Là, on a une roue crantée qui apparaît. Ici, on a tous les îlots et tout. Et dans cette roue crantée, on va aller dans Attribut, Shop Material Pass. C'est quoi le Shop Material Pass? C'est le pass pour poser les textures qui ont déjà été créées quand la figurine a été modélisée. Donc là, on a directement le skin. Donc à mon avis, c'est ça qu'on doit utiliser. Je le sélectionne, je fais Entrée. Hop. Et là, on a l'expression attribut shop material pass égale skin. D'accord. L'attribut, c'est ça. On verra après. Là, on voit tous les attributs de ma figurine. Ok. Et les attributs, on a le FBX rotation. Voyez. FBX scale. Translation. Tac, tac, tac. Dans mode point. Et en mode primitive, on a le shop material pass qui se réfère, vous voyez, à certaines primitives
de notre mèche et qui nous crée donc les groupes sur notre mèche. Donc là, maintenant, on va lui donner le matériel qu'on a créé. Donc on va cliquer sur cette petite icône là. On a cette boîte de dialogue qui apparaît. On déroule le matériel, contexte. On prend Hike Body et hop, on a le body qui apparaît. Donc c'est magique, c'est joli, mais le shader n'est pas bien réglé. Si je clique sur la petite flèche là, c'est un petit shortcut qui va nous faire sauter dans le matériel pass. D'accord. Et hop, ça m'amène de suite sur le Hike Body. Je reviens sur le mode surface. Et là, vous allez voir un truc intéressant. Regardez. Là, dans le albedo multiplayer, c'est écrit normalement. Dès que je bouge quelque chose, ça passe en gras. Vous voyez, là aussi, ça devient en gras. Là aussi, c'est gras. D'accord? Pourquoi ça devient gras? Parce qu'en fait, c'est un repère visuel pour savoir qu'on a fait des modifications sur tel ou tel réglage d'une node d'Houdini. C'est très pratique parce qu'on vient souvent tout trifouiller, mais des fois on oublie et on cherche pendant des longues minutes de solitude devant notre programme pour savoir qu'est-ce qu'on a déréglé. Et en fait, il suffit de se fier juste à l'écriture. Et si on veut tout remettre par défaut, on fait clic droit, Revert to Default, ou contrôle middle mouse button. Donc là, si je fais contrôle, clic de la molette, hop, il me remet tout par défaut. Vous voyez. Pareil ici, si dans l'opacité, je touche un truc, l'opacity devient gras aussi. Là. Hop, et si je fais ça, comme ça, que j'active plein de trucs, hop, et que je fais clic de la molette avec contrôle ici, hop, il me remet tout par défaut. Mais il met tout par défaut, par contre. Donc là, le problème qu'on a, c'est que notre texture, elle se multiplie avec la couleur grise. Donc du coup, la peau, elle est un peu grisée. Donc nous, on veut que ce soit nickel. Donc il faut le mettre en blanc. Pour pas que ça se multiplie en dessus. Ouais, si je mets du bleu ou du violet. Donc on le laisse en blanc comme ça. Et on va faire la même chose pour les autres textures. Donc pour faire ça, là j'ai déjà créé cette node Principal Shader. On va pas retourner dans le Material Palette. On va sélectionner cette node en jaune comme ça. On clique dessus. Alt, clic, glisser et hop, ça nous copie notre node. Sauf que là, on va venir dans la texture et on va lui donner le clots. Et on va appeler ça clots. Et on va faire la même chose pour les autres. Le fire. Et le R pour les cheveux. Donc, voilà. Ici, le R. Et maintenant que ça c'est fait, on va appliquer nos textures. Donc, on va revenir dans l'object level. On va revenir dans la figurine. Matériel. Et là, on peut cliquer ou avec le petit plus. Ça nous crée un deuxième. Ça nous crée une nouvelle texture, mais avant celle qu'on avait créée. D'accord? Si je fais ça plus, ça insère avant notre shader. Si je fais ça ici, ça va nous créer le 2, le 3, le 4 après le 1. D'accord? Donc dans le 2, on va venir ici, Attribute, Shop Material Pass, et on va dire Clots. D'accord? On va lui attribuer le Clots ici. Hop, et là, boum, on a les clots qui sont apparus. Ou alors, on va le faire dans le 3. On va faire Shop Material Pass aussi. Mais au lieu de venir par là, on va prendre le menu déroulant ici. Alors, regardez, ça je le désactive. D'accord? Donc on est là. On va venir dans le menu déroulant. Et ici, on va choisir Fire. Vous voyez, on a le Shop Material Pass et là, le nom des parties du corps. Donc on va faire Fire. Et on va venir chercher le feu.
Hop. Alors vous voyez que là je suis toujours en violet, c'est parce que j'avais sélectionné la petite flèche. Là. D'accord. Quand je sélectionne la petite flèche, il me passe la node en violet. Il faut rester en bleu pour que ça affiche ce que je viens d'appliquer. Et ici, on va faire pareil pour les cheveux. Voilà. Et là, on a quelque chose de métallique. Là aussi, on a des choses de métallique. Donc, pour faire du métal, on va faire ça comment? On va aller dans Material Palette. On va prendre de l'or. Allez, soyons fous. J'ai dépensé sans compter. Comme dirait célèbre milliardaire. On va faire le petit plus. Et là, on va lui dire Clots Metal. D'accord. Et on va lui donner le gold. Et là, maintenant, pouf, on a tout qui est doré dans notre viewport. Donc, on n'est pas trop mal pour le moment. Ok. Et maintenant, on va s'occuper de notre. Je vais passer tout sur le out figurine. C'est joli, ça rend plutôt bien dans notre viewport. On va aller dans notre backdrop. Non, même pas, on va même pas aller dans notre backdrop. On va aller dans le material context. D'accord. Là, on a nos shaders. Ok, on va faire un autre. Oups. On va faire un autre principal shader. Oui, on a la princesse Disney qui est apparue. Le château de la princesse. Et là, le principal shader, on va l'appeler background. Et on va le prendre, on va le faire glisser sur notre background. D'accord. Et là, vous voyez que notre background est gris. Parce que par défaut, c'est toujours gris, ça. Donc, on va le mettre un peu dans quelque chose un peu vert, un peu... Voilà, on va mettre ça. D'accord. On va revenir sur notre object level. On va regarder notre node de backdrop. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit qu'il n'y a pas de node matériel. Comment il a appliqué le shader à notre node backdrop? C'est simple. En fait, il a affiché, enfin, il a appliqué la node ici dans Material Background quand c'est pour l'ensemble du contenu de la node géométrie qu'on veut qu'il soit vert. Donc là, nous, il n'y a que le backdrop dedans. Mais on va venir mettre le shader ici. D'accord? Le matériel ici. Si par exemple là, je mets une box. Alors attendez, je me suis trompé. Hop, si par exemple ici je mets une box dans sur notre background là, comme ça, on va faire flotter autour de nos objets. Donc là je mets en template le background, vous voyez qu'on est en template. Ok. Si je veux les afficher les deux, parce que je peux pas avoir deux display flags. C'est simple, on fait un merge comme sous Nuke. On merge nos objets ensemble. Et là, on a la box et le background. Et ils sont tous les deux verts. Parce que ils ont le background shader, le shader background qu'on a créé, qui est appliqué sur tout l'ensemble de la node géométrie. Ok. Autre chose, là vous voyez que je fais plein d'allers-retours. Je fais matériel, objet, nanana. Moi, j'en ai marre de faire des allers-retours. Donc ce qu'on va faire ici, je vais faire CTRL 1. Et hop, il m'a mis un quick mark. Et maintenant, quand je vais être dans ma figurine, je vais faire 1 sur mon pavé numérique. Et hop, je vais revenir là. Si je flèche arrière, je reviens dans ma figurine. Et si je veux être à un endroit très précis de mon network sur ma figurine, disons là. Ok.
vais faire CTRL 2. Hop, je mets un quick mark ici. Je vais dézoomer, comme ça vous allez voir la différence. Et là, quand je fais 2, hop, je reviens sur cet endroit de mon network. Donc on n'est pas obligé d'aller dans une autre node pour mettre le quick mark. On peut faire plein de quick mark dans le même endroit. D'accord? Donc 1, 2, hop, vous voyez. Et là, mon quick mark 2, il ne me va pas. Je le veux plus comme ça, voir l'ensemble de mon setup. Donc je vais faire CTRL 2. Je l'ai changé. Et là, maintenant, si je vais dans mes shaders, comme ça, hop, 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 hop. C'est beaucoup plus pratique. Alors, maintenant, quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ici, dans Surface, on a la réflexion. Mais là, par exemple, ma figurine, elle est vachement brillante. Vous voyez, si j'augmente le métallique. Alors déjà, le métallique, bah, il y est par défaut sur le gold. Mais là, la réflectivité, moi, c'est de la peau. Hein. La peau d'un personnage, c'est pas brillant, quoi. Donc, on peut jouer sur sa réflectivité, on peut jouer sur le subsurface aussi. Donc ça, c'est vous qui voyez selon votre rendu. Là, ça va pas être le cas, on n'a pas vraiment besoin. C'est un personnage de manga, enfin, c'est juste pour l'exemple. D'accord? Donc voilà pour ça, pour le moment. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment on va faire pour utiliser des lights, faire le rendu avec le out context et je vous montrerai aussi brièvement Solaris pour importer notre scène et faire notre éclairage, notre shader, tout ça depuis Solaris. Donc, maintenant qu'on est là, on va sortir du matériel contexte. Et ici, j'ai en haut dans le shelf tool, j'ai environnement, distance, volume, tout ça. Donc, dans Light and Camera, donc ici, je vais faire CTRL-clic et faire Environment Light. D'accord. Et on voit que j'ai cette node qui est apparue. Et sur cette node, je vais pouvoir régler l'intensité, l'exposition. Et ici, je vais pouvoir lui donner une HDRI. Donc, pour faire ça, on va aller chercher une HDRI sur Internet. D'accord, donc je vais juste... Hop. Je vais vous montrer un site Polyhaven. Voilà. Dans Polyhaven, je vais dans HDRI. Et ici, on va choisir une HDRI un peu sympa de studio. Ici, voilà, on va prendre celle-là, la small. Faire download. Bon, je l'ai téléchargé un paquet de fois, moi déjà. Je l'ai ici, je la récupère, copier. Et je vais la coller dans mon projet Houdini. Qui est ici, texture, coller. Hop. Et maintenant dans Environment Light, je prends ma texture Studio Small. Voilà. Et là, on voit que ça brille dans tous les sens. Parce que sur mes shaders, il y a beaucoup de réflexion. Donc déjà, on va aller régler ça, nos shaders, là, parce que ça va pas du tout. Donc je retourne dans le matériel contexte. J'ai le background ici qui est très réflectif. Voilà. Mettre très peu réflectif. Le body. Ok. Alors est-ce que ce serait pas ça le problème? Les vêtements dans surface. Réflexion, oui, les vêtements ils sont trop réflectifs aussi. Le feu, on va le diminuer aussi. Voilà.
Les cheveux, tout ça, on le verra après. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le out context. Je vais mettre une node karma. Et là, dans cette node karma, hop. Donc karma, c'est le moteur de rendu, en fait. Karma, c'est le moteur de rendu d'Houdini et on l'utilise comme ça. Donc ici, on a le chemin où il va nous enregistrer nos images. Donc dans le $heap, le répertoire render. Heap name, c'est le nom de notre projet. Donc V1. $OS, c'est le nom de la node. Donc ça, c'est des expressions, hein. On verra plus tard, mais du coup, il va marquer le nom de la node karma 1, le nom de la frame, le numéro de la frame, frame 11.exr, l'extension. Si je change le nom et que je mets rendu, ça mettra rendu.11.exr. D'accord? Donc, si je fais karma viewport, il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà. Alors, ça peut ramer là sur l'enregistrement. Donc, vous voyez, on a un gros plan du pied et c'est pas du tout ce qu'on veut parce qu'il nous manque une caméra. Là, il cherche la caméra 1. Donc, pour créer une caméra, je viens ici, je fais une nouvelle caméra et Houdini vient de planter. Parce que j'enregistre en même temps, sûrement. Donc, il n'a pas aimé. Alors, on va voir les backups. Dans les backups, 22h40, c'est ça. 2h42. Hop, on va faire ça. Ah bah il avait enregistré à 22h41, donc on va relancer Houdini. Ah là j'ai ça aussi qui est ouvert derrière, je vais le quitter. Hop, voilà. Hop. Fichier récent. Et donc je disais nouvelle caméra. Et donc là il m'a créé une caméra, d'accord. Là on voit le ratio d'image en 16 neuvième. Seulement si je bouge, je suis plus dans la caméra elle est là. Ok. Donc pour rester dans la caméra, je sélectionne la caméra et ici je vais locker la caméra, d'accord. Et là maintenant tout ça s'affiche en rouge. Si je dézoome, hop, là on voit exactement ce qu'on cadre. Je vais désélectionner le cadenas, comme ça je peux rebouger ma vue. Dans les réglages de la caméra, dans View, je suis en 1280 par 720. On va le laisser comme ça pour l'exemple. Mais si vous voulez passer en HD ou quoi, vous pouvez le faire d'ici. Ou alors vous le tapez manuellement. Retourne dans le out context. Karma viewport. Et là, il va prendre la caméra. Et hop, il nous génère notre premier rendu. Ok. Alors, il nous fait ça en 20 secondes. Après, j'ai un gros PC. C'est un peu lent. C'est un peu lent. Mais on va optimiser tout ça. Alors ça, là, ce petit truc-là, c'est les lampes. C'est la lumière, c'est mon HDRI. Si je clique ici, hop, je l'ai plus dans ma vue. Alors, on voit que ma figurine ne touche pas le sol. Ça, c'est un problème qu'on a. D'accord. Ici, j'ai le nombre de samples qu'on peut utiliser pour enlever le bruit. Plus on va augmenter les samples, plus moins il y aura de bruit, mais plus ça va être long à calculer au rendu. D'accord. Mais il y a un autre mode de rendu. Vous voyez, dans Rendering Engine, on est en CPU Engine. Si on fait XPU qui est en bêta, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas toujours. C'est encore en phase de développement et on espère que pour la prochaine version d'Houdini sera fini. On peut passer en XPU et en mode XPU, c'est beaucoup plus rapide à sortir les images. D'accord.
C'est quoi le mode XPU? Ça va utiliser le CPU et la carte graphique, le GPU en même temps. Donc du coup, c'est très 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 puissant. D'ailleurs là, moi ça bip chez moi, c'est mes c'est mes onduleurs parce que je tire trop d'électricité avec mon CPU et ma carte graphique en même temps. Mais il m'a sorti ça en 16 secondes. Donc là, ça marche à peu près. Voilà, on va rester sur du CPU. On voit que c'est plus foncé quand même, c'est plus contrasté en CPU qu'en XPU. Et il y a une petite astuce pour ne plus avoir de bruit, là, qui apparaît. Je vais vous montrer ça. Si je viens cliquer là, on a le snapshot qui apparaît, d'accord, sur la petite pellicule. Si je fais ça, il me sauvegarde cette image. Si je clique 2 fois, il va m'ouvrir le Mplay ou le flipbook, ça dépend comment on l'appelle. Moi j'appelle ça Mplay ou flipbook, ça dépend. Ça nous sert à faire des petits exports d'animes et à sauvegarder nos rendus pour voir les différences d'image, de lumière, tout ça. Donc déjà on va régler une chose, c'est le... Hop. On va mettre ça là. On va régler une chose, c'est le fait que notre figurine ne touche pas le sol. Alors vous voyez là, elle brille beaucoup dans le viewport et pas au rendu. C'est peut-être parce que voilà, j'avais mis tous les réglages là. Hop. J'avais mis le mode d'affichage de voilà de lumière à fond, en haute qualité. Donc on va rester sur du headlight only. On peut, enfin après ça dépend de votre machine, mais moi pour économiser des ressources pendant le tuto, je vais rester comme ça. Donc là le problème qu'on a c'est que notre figurine elle ne touche pas le sol. Ok, si je fais apparaître le sol, elle ne touche pas. Donc pour régler ce problème, il y a une astuce toute simple. On va revenir, voilà, si j'ai toujours mes raccourcis, c'était dans 2, voilà. On va revenir dans notre figurine et avant le out, on va mettre un match size. Une node match size. Cette node elle est utile pour ça. Je vais me mettre dessus ou je vais rester sur le nul ici. Et regardez bien ce qui va se passer. On va mettre en iDozer Object. D'accord. Là, vous voyez dans le background, je vois l'HDRI. Je vois l'image qu'on a cherchée dans l'HDRI. Moi, j'aime pas. Ça me gêne. Donc, je fais D, background. Et là, je vais décocher Display Environment Light as Background. Voilà. Donc, revenons sur le match size. Je vais venir sur Justify Y. Et le center, on va le mettre ici sur minimum. Justify Y to minimum. D'accord. Et là maintenant, notre figurine, si on remet le backdrop, elle va toucher le sol, même limite le traverser un peu. Elle est pile poil sur le sol. D'accord. Donc on va revenir dans la vue de notre caméra. Voilà, c'est très bien. On va revenir. Ah, lui, il faisait le rendu derrière. Sur le karma, là. D'accord. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment enlever ce bruit. Il y a une petite astuce qui permet d'enlever le bruit sans trop augmenter les samples. Il suffit d'aller dans Image Output, Filter, et on va activer le Intel OIDA Denoiser qui va nous enlever tout le bruit à la fin du calcul de notre image. Ça rajoute pas beaucoup de temps de calcul, voire quasiment pas. Et vous allez voir. Hop, à la fin, il nous a cleané
notre image. Donc je vais faire un snap et on va comparer nos deux images. Donc là, on va regarder ici, c'est bien clean. Hein. Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu, notre petite image là? Et là, on a du bruit. Clac, clac. Voilà. On va faire ça avec une image en HD. Donc là, ici, je peux changer la résolution d'affichage. HD, voilà. Et du coup, il met pas beaucoup plus de temps. On va voir, mais... Là, il va mettre une petite minute quand même. Voilà. On n'est pas trop mal là en HD. Voilà ce que ça donne. Plutôt joli. Hein. Donc on n'a qu'un éclairage de base. Voilà. Maintenant ce qu'on peut faire c'est on va revenir. Hop. On va revenir sur le object level. Voilà. On va désactiver ça là. Là on n'a qu'une light. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer d'autres lights. On va mettre une distant light. On va cliquer tout simplement. Et là, alors, non. On va faire CTRL Z. On va faire CTRL-clic Distant Light. Voilà. Et là, on est dans la vue de la light. Ok. Donc ça veut dire que si je bouge ma vue, je bouge la vue de la caméra, de la lumière. Vous voyez, on est en rouge ici. On a le cadenas sélectionné. Ici est marqué Distant Light. Donc on va garder ça comme ça, la Distant Light. On va revenir sur notre caméra. On va décocher le cadenas. Et maintenant, si je vais dans le Out Context avec Karma, je fais Karma Viewport. Là, on voit qu'on a une ombre beaucoup plus franche qui est apparue. D'accord? Et du coup, cette ombre, on va la régler avec nos réglages ici de lumière. Donc, on va... Alors, vous voyez, là, c'est pas du tout pratique hein, de travailler comme ça. La distant light. On va peut-être la mettre un peu plus comme ça. Mais là, c'est vraiment pas ouf de travailler comme ça pour faire les rendus. C'est pour ça que Solaris, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, on va passer tout de suite dans Solaris. Ok. Donc, je vais arrêter Karma ici. Et là, maintenant, je vais venir sélectionner Solaris. D'accord. Et là, toute l'interface d'Houdini a changé. J'ai plus rien d'affiché dans mon interface. Ok. Et du coup, ben, on va importer toute notre scène dans Solaris. Donc pour faire ça, ici dans Stage, là, je vais faire Import Scene Import All. Et là, hop, si je vais dans la caméra ici, il nous a réimporté toute notre scène. Alors j'ai toujours ce truc d'éclairage moche là. Il nous a importé toute notre scène, d'accord. Ici, on a un node graph, un network editor. Ici, les paramètres. Ok. Et ça, c'est tout ce qu'il y a dans notre scène. Vous voyez, là, on a la caméra, le distant light, l'environnement light et les matériaux. Ok. Donc, vu qu'on a tout importé, ici, on va pas trop se prendre la tête. Ici, on va mettre un light mixer. Et regardez dans le light mixer si je le sélectionne en bleu. On retrouve notre distant light qu'on peut faire glisser ici.
l'environnement light qu'on peut faire glisser ici aussi, d'accord? Et ici, on va pouvoir les contrôler. Si je mute ça, hop, là j'ai plus d'éclairage. Alors on voit pas parce que Karma n'est pas activé. Ici, dans perspective, je vais venir sélectionner Karma. Et là maintenant, on a Karma directement dans le viewer ici. Et là, on peut jouer avec notre éclairage. Vous voyez, en direct. Là, je vais réduire un peu cette fenêtre. Et je vais modifier un peu la rotation. Vous voyez, c'est quasiment instantané. Mais là, pour le problème qu'on a ici, c'est que pour régler Karma, il faut que je fasse D dans le viewer. Et ici, on voit que j'ai CPU Engine, le nombre de samples, tout ça, tout ça. Mais moi, c'est pas pratique du tout de l'avoir ici. Donc, ce qu'on peut faire, on va l'arrêter. On va repasser en Houdini GL. Et ici, on va taper Karma. Et là, on a deux nodes qui sont apparus. Le USD, passer de l'USD. Là, quand on utilise Solaris, en fait, on transforme notre scène en USD. L'USD, c'est le nouveau format pour format de fichier en 3D qui va servir à se transférer des fichiers, des scènes d'un programme à un autre, mais de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide. Du coup, c'est beaucoup moins lourd à travailler. Et c'est compatible avec Unreal, avec tous les softs de 3D maintenant modernes, avec Blender certainement, avec Cinema 4D, tout ça couplé à Material X, tout est homogène, tout est lié. Du coup, c'est très pratique quand on travaille plusieurs artistes sur des scènes différentes. Et là, en fait, notre scène est en USD, du coup. Ce qu'on a créé avant dans Houdini est devenu une scène USD grâce à Solaris et on peut l'exporter comme ça ici. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait personnellement parce que je n'ai pas besoin dans mon workflow, mais je vais y passer. Je vous invite à vous former là-dessus, à regarder des tutoriels là-dessus ou quoi. Je pense que j'en ferai un moi perso sur ma chaîne, mais pour le moment, j'ai pas encore plongé dedans. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut rajouter des lights à partir d'ici. Donc, on va mettre une Aera Light. Je vais cliquer là. Et là, vous voyez, je suis dans la vue de la lumière. Enfin, là, je suis dans la Light Area Light. Mais je suis pas dans sa vue. Enfin, je suis dans sa vue, mais elle n'est pas verrouillée. Donc, si je verrouille, hop, là, je peux déplacer mon Area Light au-dessus de mon personnage. OK. Je vais revenir dans la vue de la caméra. Hop. Et là, on voit que dans le graphe ici, il m'a créé une nouvelle light, une Aera Light. D'accord. Donc, je l'ai là, mais je l'ai aussi. Hop, il me l'a créé aussi ici. Moi, je voulais pas qu'il me la crée là. Donc ça, c'est un peu un problème. D'accord. Je vais enlever ça. Je vais remettre une karma ici. Voilà. Hop. Ok. Là, il me dit qu'il lui manque la caméra. Donc, il faut lui donner la caméra 1. Hop, vous voyez, caméra 1. Là, si je fais karma. Ah. Alors, pourquoi il ne marche pas? Ah oui, je suis pas en bleu. Hop. Vous voyez le problème du display flag, ce que je vous disais. Des fois, on cherche et en fait, il faut juste sélectionner le display flag. Ici, on va se mettre sur la caméra 1. Voilà. Le light mixer, on va prendre l'environnement light. OK. Dans les sliders. La distant light. Et on va la cutter. Elle me fait une ombre que j'aime pas. OK. Donc, je vais mettre en pause Houdini GL. Ici, je vais faire Look Stroke Light et je vais choisir l'environnement, non, Distant Light.
Comme ça, je vais changer un peu ma light d'orientation. Donc là, on est un peu sur le côté. On va venir plus comme ça. Ok. Je vais revenir sur ma caméra. Je vais enlever le cadenas. Karma. Hop, voilà. Là, j'ai une ombre plus propre. Ça me faisait un truc bizarre avec l'arrière-plan. D'accord. Je vais jouer un peu sur le... Donc là, si je monte trop... Ça, c'est génial, hein, le coup des sliders en temps réel. Hop. Enfin, en temps réel, vous m'avez compris. D'accord. Et là, je vais rajouter, avant le light mixer, l'area light qu'on a posé tout à l'heure. Ok. Là, il me crée un autre répertoire light, Aira light. On va la faire glisser ici. On va masquer les autres. L'Aira light. Alors, j'ai l'impression qu'il la voit pas. Peut-être qu'il faut rafraîchir. Karma. Ah si, il la voit très légèrement là. Elle doit être trop haute. Vous voyez. Donc je vais sélectionner mon Aira light comme ça. Je vais augmenter l'intensité ici. L'expo. Ah, ok, il me l'a fait ici. Donc non, c'est pas ça que je voulais. Excusez-moi, je vais aller sur mon Aira light. Hop. Parce que si je mets un... Ok, donc mon Aira light, elle doit être trop loin. Donc je vais me mettre dans sa vue. Vous voyez, je mets le cadenas. Je zoome un peu plus dessus. Alors je vais arrêter Karma, je vais repasser à Houdini GL. Voilà. On revient sur la vue de caméra, on relance Karma. Donc là on voit qu'il y a une différence. On va mettre, vous voyez, ça m'a édité mes lights. Ok. On va revenir sur Karma là. Hop. Donc là on voit un peu plus l'Aira Light. Ok, donc là on est au maximum, mais je pense qu'on peut monter plus ici. Normalement on doit pouvoir le régler de là. Bon, c'est pas bien grave. Ah, c'est le light mixer qui prend le dessus. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le light mixer. On va enlever l'Aira light du light mixer. On va réactiver les deux autres. Non. Je vais le supprimer. Hop, voilà. Alors c'est un peu tricky au début, hein. On va désactiver nos deux potes. Là. Ici on va bypass, voilà, le light mixer. Et on va jouer avec l'Aira light comme ça. Hop. On va se mettre dans sa vue. Ok. Vous voyez qu'ici j'ai des raccourcis. Donc CTRL plus clic. Hop. On peut jouer sur la distance. D'accord. CTRL Shift clic. On ajuste l'intensité. Shift T. On change le point ciblé. B, la size, Shift V. Et là, avec Shift
F1. Alors moi, ça va être Shift FN, F1. On peut changer les modes de réglage, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. Il n'y en a pas plus que ça. Si, c'est ça, en fait. Avec Shift F1, vous pouvez basculer. Hop, voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi elle est floue, l'histoire, là, mais... Ma foi, s'il veut nous l'afficher comme ça. On va sortir de l'Airalight. On va revenir en mode caméra. Et là, on a une jolie figurine. Ok. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu Solaris, comment il fonctionne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ce que j'ai fait avec l'Airalight. Malgré que j'aime bien quand même ce qu'on a là. Ça donne un petit style sympa. Hop. Ah, j'ai pas verrouillé la vue quand j'étais dans la light. Du coup, j'ai perdu la position. En fait, je suis sorti de la lumière. Donc là, voilà. Par contre, c'est flou, c'est nul. Mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai sûrement fait un important. Voilà, c'est pas mal. Donc après, vous pouvez travailler vos shaders et compagnie. Euh, voilà. Si vous voulez faire un petit rendu, vous venez ici. Donc ici, il va pareil que tout à l'heure. Hein. Il va faire le rendu dans Render Hip Name $F4. Dans le répertoire rendu, on va faire, on va venir ici, on va faire render to disk. Donc, il va nous rendre la frame courante, ok. Donc, je fais render to disk et là, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce que quand on rend qu'une image, Houdini, en fait, il le fait en arrière-plan et il faut lui afficher le render scheduler. Donc, pour afficher le render scheduler, je viens sur le petit plus ici, je fais New Paint Tab, Render Scheduler. Et ici, vous allez voir que ça fait 24 secondes qu'il est en train de faire mon rendu. D'accord. Et ensuite, on va aller dans notre projet, dans rendu. Ah ben ça y est, il a fini. Et là, pouf, j'ai ma petite image rendue. Ok. Donc il me l'a rendu, mais avec le light mixer activé. Ok. Donc on va virer ces lights là. On va remettre ça. On va remettre notre éclairage qu'on avait. Voilà. Lui, il m'a fait ce rendu là. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait, je vous ai montré trop de choses d'un coup. Et c'est pas le bon. Vous voyez. Donc là, après, on est en 720p sur mon écran. C'est tout moche. Donc on va régler ça. On va passer ça en HD. Ok. Et on va mettre du denoiser. Je vous ai montré trop de choses avec le light mixer et tout. On fera d'autres scènes avec Solaris où on gérera mieux les éclairages, tout ça. Là, c'est juste un premier tour d'Houdini. Du coup, on va aller dans Image Output, Filter, Denoiser, Intelloiden. Et ici, on va le faire en HDTV. Voilà. On va désactiver Karma ici. On repasse en Houdini GL. Et ici, on va faire render to disk. Alors si je fais render to disk, ça me sort une image avec le render scheduler. Ok. Si je fais render to mplay, ça va m'ouvrir mplay et je vais voir mon image dans une petite fenêtre apparaître. Mais ça ne veut pas dire que ça va le sauvegarder sur le disque dur. Je vais vous montrer. Render to mplay. Est-ce qu'il s'ouvre sur un autre écran? Non. Ici. Oh, quel coquin. Ah.
vais y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça rame en même temps. Voilà, donc j'ai ma petite figurine là, qui apparaît. Je dirais qu'elle est un peu floue. J'ai l'impression qu'il me met de la DOF. Donc par défaut, ça doit être activé. De la profondeur de champ. Vous voyez, hop, il m'a enlevé tout le bruit. Et donc là, il m'a fait le rendu, mais il ne me l'a pas enregistré. Ok. Donc pour l'enregistrer, on fait same frame as. Et là, on lui donne le chemin où il veut qu'on enregistre la frame. Moi, je le fais jamais. Hein, comme ça, faut. C'est dans de très rares cas qu'on peut l'utiliser, un play pour ça. Moi, ce que je fais, c'est save to disk, render to disk, ou render to disk in background aussi. Ça nous permet de continuer à utiliser Houdini. Mais quand on fait du rendu image, vaut mieux pas le faire. Et là, si je fais render specific frame range, si je fais 1 à 240, donc 1, 240, c'est toute ma timeline. Moi, je vais lui dire qu'il me rende 3 frames, 2 frames, 1 à 2. Enfin, une frame, quoi. On va aller un peu plus. Et vous allez voir que quand je vais faire render to disk, il va y avoir une barre de progression qui va sortir. Elle est ici et là. Du coup, il n'y a pas besoin du render scheduler. Là, on a tout en chargement direct. Il y a juste à attendre. Donc on va pas spécialement le faire. Hein. Il y a 3 minutes à attendre. Et du coup, maintenant, dans mon Citera, dans mon projet Houdini Initiation Render, ici, hop. Alors, pourquoi j'ai toujours celui de 23h08? C'est quelle heure? 3h13. On va peut-être le mettre un jour. Ok. Alors, il me l'a sorti où? Under setting. Oui, ben, il me le sort là. Donc, il prend d'heure. Tac, tac. Ok. Non, non, mais c'est bien ça. C'est bien cette image-là qui me sort, mais... voilà. Et ici, on va regarder un peu dans la caméra effect. On va désactiver le depth of field. Peut-être qu'elle sortira un peu plus nette, notre figurine. Et on va lui dire de nous rendre une autre frame. La frame 3. Comme ça, on va être sûr qu'il me le sort bien au bon endroit. Render to disk. On va arrêter le Houdini GL. Et là, il est en train, normalement, de me faire voilà, le rendu ici. Ok. Il va être un peu plus long, je pense, à rendre. Le suspense de Dini. Là, c'est vraiment très basique. C'était vraiment pour vous montrer l'interface. Hein. C'est le début, quoi. Et vous voyez là, hop, il m'a fait mon autre frame. Voilà. Donc là, c'était celle d'avant.
Non, il n'y avait pas de flou en fait. J'ai pas l'impression. Elle est mieux celle-là quand même. Donc voilà pour notre petite figurine. Voilà pour cette initiation à Houdini, cette première vidéo pour se familiariser avec l'interface, comment fonctionne Houdini, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer. De toute façon, vous allez voir la vidéo, regardez-la une première fois, faites des pauses, essayez de reproduire ce que je fais, continuez de regarder la vidéo et ensuite vous revenez dessus, vous refaites ce que j'ai fait. Prenez des notes parce que vous allez oublier, on oublie vite, même moi j'oublie ce que je fais sous Houdini. Si par exemple pendant une semaine vous en faites pas ou un peu plus, vous allez vite oublier, il y a trop de choses à retenir. Mais faut pas avoir peur. Beaucoup de gens me disent ouais, Houdini c'est dur, Houdini ça a l'air compliqué. Alors oui, ça a l'air compliqué, il y a beaucoup de choses, c'est clair. Mais en fait c'est une logique qu'il faut prendre au fur et à mesure du temps, on l'apprend. Et surtout, en fait, il faut perdre les codes qu'on a d'autres logiciels de 3D. Par exemple, quand on fait du cinéma 4D, quand on fait du Blender ou quoi, malgré que Blender, maintenant, c'est un peu moins le cas. Tout ce qui n'est pas procédural, ben, on ne connaît pas. Et là, tout est procédural sous Houdini. C'est une autre façon de réfléchir, une autre façon de créer ces scènes. On fait pas que de la 3D, on va travailler aussi avec des données et on va le voir les attributs plus tard, tout à l'heure, dans la prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite de vous accrocher. Soyez patient. Vous allez être frustré, c'est normal. Il y a des moments où vous allez avoir envie d'arrêter, c'est normal aussi. C'est comme ça avec Houdini. Il faut du temps pour rentrer dedans, pour comprendre les mécaniques, pour comprendre la logique. Des fois, il y a des choses que vous allez croire que vous avez compris, mais en fait, vous comprendrez plus tard sur d'autres projets. Qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, mais c'est normal. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et amusez-vous bien.